Josephine. I won't leave you waiting in between. Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Je suis Constance, la créatrice et l'hôte du podcast. Dans la vie professionnelle, je suis doula. J'accompagne les futures familles dans la parentalité. Mais ma vraie vie, c'est surtout celle de maman de 4 petites filles qui ont la chance d'avoir 2 mamans. Le podcast est né d'un double constat. Le premier est qu'en France, nous devons rassurer sur le fait que les enfants issus de familles extraordinaires vont bien. Le deuxième est que l'accès à la parentalité alternative n'est pas sans soulever de nombreuses questions. Alors chaque épisode du podcast y apporte des réponses éclairées et constructives. Maintenant, place à l'épisode. Vous écoutez l'épisode 42 de la saison 4. J'ai longtemps hésité sur le titre à donner à cet épisode, tant il aborde de sujets essentiels. Je n'aime pas trop les titres à rallonge, et les miens sont déjà trop souvent hors limite. Petite parenthèse, ce n'est pas l'excuse qui explique le retard de sortie de cet épisode. Mais ça, je vous propose que nous en parlions en fin d'épisode justement. Revenons-en à notre sujet. J'aurais pu le titrer ainsi, aller au-delà de ses limites pour assouvir son désir d'enfant. Oui, mais j'ai trouvé que cette en-tête pouvait sonner comme culpabilisante et jugeante, alors qu'en écoutant les témoignages de Tiffaine, nous aurions tous envie de la soutenir et de la protéger. Qui n'a pas, un jour, dans son parcours, dépassé ses limites ? Qui est resté sur sa ligne de conduite alors qu'une épée de Damoclès se profilait au-dessus de sa tête ? Cette contrainte peut être d'origine financière, humaine ou tout autre. Dès lors qu'elle engage l'avenir du projet, son impact et sa résonance sur nos décisions sont énormes. Je pense que nous avons tous des sujets avec lesquels nous sommes moins à l'aise dans nos parcours, qui parfois mènent à une nécessité de soins, physiques ou mentales. Tiffaine, que vous avez déjà entendu dans le podcast, nous raconte aujourd'hui son parcours de parentalité solo, accéléré par une santé fragile et un papillomavirus récidivant. Dans cet épisode, nous avons traité de nombreux sujets nécessitant une sensibilisation. Celui du papillomavirus m'a semblé être le plus indiqué à extraire et à mettre en avant, tant cette infection est méconnue et est engageante pour votre santé future et celle de vos enfants. Je vous laisse découvrir en quoi Tiffaine a dépassé ses limites sous la pression de sa santé, et serai ravie de découvrir en quoi vous considérez-vous avoir dépassé les vôtres. Pour cela, je vous propose de me le raconter en commentaire du post Instagram sur le compte du podcast @lesenfantsvontsbien-podcast. J'ajoute juste ici que si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, je vous propose de me retrouver sur ma page Steady. Vous en trouverez le lien en bio du compte Instagram du podcast @lesenfantsvontsbien-podcast. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Tiffaine. Bonjour Constance. Je suis ravie de te retrouver pour cet enregistrement que tu, entre guillemets, as sollicité, en tout cas que tu m'as proposé, et qui m'intéresse grandement parce que tu le sais bien, j'ai peu ou pas assez encore de témoignages de mamans solo. En même temps, est-ce que j'en aurai assez ? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que tu m'as proposé aujourd'hui de venir témoigner sur une parentalité que tu découvres et que tu n'avais pas initialement peut-être envisagée. Puisqu'on t'a déjà entendu dans les épisodes du podcast, dans la saison 2, c'est l'épisode 19, où tu nous racontais ta séparation avec un enfant de ton ex-compagne. C'est ça. Et aujourd'hui, donc, il s'avère que je pense que je ne vais rien spoiler en disant que tu es très 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 enceinte. Qu'il s'en est, à mon avis, fallu de peu pour que l'enregistrement soit décalé de quelques mois. Et que du coup tu vas nous raconter cette nouvelle réflexion et cette nouvelle parentalité qui s'ouvre à toi. Est-ce que pour commencer, tu peux te représenter parce que là ça fait quand même un bout de temps. Ouais. Alors bon, moi c'est Tiffaine, donc j'ai 39 ans, donc je suis célibataire et donc maman de mon grand garçon Louison qui va avoir presque 10 ans. Donc qui vit en garde alternée avec mon ex-compagne, donc son autre maman, une semaine sur deux et une semaine sur deux chez moi. Et en ce moment tout se passe très bien. Lui est épanoui et voilà. Et donc on avait conçu notre fils en insémination artisanale à l'époque. Et donc voilà, donc je suis assistante maternelle. Donc là, en ce moment en congé maternité et je viens de déménager, je viens d'acheter ma maison
donc dans un coin un peu plus à la campagne qu'avant. Toujours sur Nantes, mais plus en ville. Donc voilà, pour regagner un peu en qualité de vie et une vie un peu plus grande, une petite maison, voilà. Donc plein de nouveautés pour cette année 2023. Ouais, et puis pour accueillir tes petits accueillis, avoir un jardin, c'est plutôt chouette. Ouais, ça c'est chouette. Ouais. Ouais, tu m'étonnes. Bon, ben chouette, super, plein de projets, plein de nouveautés. C'est ça. Et alors, du coup, donc là, tu es en congé maternité. Depuis la dernière fois qu'on s'est eu, où tu ne m'avais pas de mémoire évoqué ce projet-là, je sais pas s'il était déjà en cours de réflexion chez toi. Est-ce que, déjà, pour commencer, tu avais réfléchi à cette parentalité solo en amont même de ton précédent couple? Ou peut-être même pendant ton précédent couple? Alors, oui, parce qu'en fait, à l'époque, mon ex-conjointe ne voulait pas d'enfant. Et ça avait été un problème dans notre couple. Et ça a été aussi une partie de notre séparation. Et elle est revenue en mode, je voulais pas d'enfant, mais je voudrais que tu sois la mère de mes enfants. Et ça a été quelque chose qui nous a remise, parce que j'envisageais pas de revenir avec elle si elle avait pas envisagé ça, en fait. C'était pour moi oui, bien sûr, inconcevable de pas avoir d'enfant. Ça commençait à devenir un projet concret dans ma tête. Et donc, du coup, c'était voilà. Après, du coup, j'avais réfléchi à mener ce projet, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire même si j'étais célibataire, même si mon ex revenait pas, c'était quelque chose, voilà, j'arrivais à un âge où je me disais, voilà, je veux un enfant, quoi qu'il en coûte. Et donc, j'étais prête à le faire toute seule, mais j'étais très heureuse de le faire en couple. Enfin, j'ai été vraiment hyper heureuse de pouvoir partager ça avec la femme que j'aimais et faire un enfant avec quelqu'un que j'aimais. Je regrette pas du tout, absolument pas. Mais c'est quelque chose que, voilà, je savais que j'allais faire quoi qu'il arrive. Ouais. Et donc, dans cette réflexion-là de maternité solo, t'avais déjà réfléchi à la, entre guillemets, méthode que tu souhaitais utiliser? Enfin, parce que... Ça, pas trop. Ouais. Pas trop, parce que ça... Enfin, en fait, si, parce qu'en fait, quand on a fait les inséminations artisanales, il y a des fois où c'était pas encore clair avec mon ex sur le fait qu'on se remette bien ensemble. Il y a eu quelques mois où c'était on sait pas, voilà. Et donc du coup moi j'étais là, je continue les inséminations quoi qu'il arrive. Et si je tombe enceinte et que je suis toute seule, je serai toute seule en fait. Ouais. Et mais rapidement elle est revenue, elle a redéménagé, on a remonté le projet. Et c'est ce que je dis à l'époque, c'est que l'insémination artisanale a mis du temps à prendre. Et finalement, c'est pas plus mal parce que du coup, ça nous a laissé le temps de nous remettre bien, de repartir en fait, vraiment en couple. Et je suis tombée enceinte quand ça faisait plusieurs mois elle était revenue à la maison. Elle avait réemménagé parce qu'elle faisait des études à l'époque sur Rennes. Donc on était prêtes en fait, c'était vraiment le bon moment pour que je tombe enceinte. Donc c'était chouette. Donc que ça se passe comme ça. Mais après je m'étais pas, voilà, j'avais le donneur à l'époque. Et voilà, c'était, si ça marche et qu'elle est là, c'est super. Par contre, si finalement elle reste pas, j'abandonne pas le projet comme ça, donc je continue. Ouais. Et c'est peut-être ce que ton corps attendait en fait, d'avoir la certitude à ce moment-là, en tout cas, qu'elle reste, qu'elle ait envie de ce projet-là avec toi. Ouais. Ouais. Et elle le regrette pas non plus parce que, vraiment aujourd'hui, c'est ce qu'elle dit, c'était pas son souhait d'avoir un enfant, mais que, aujourd'hui, elle est vraiment folle de son fils et elle en aurait peut-être pas fait si j'avais peut-être pas insisté. Et vraiment, c'est quelque chose qui est, voilà, son fils, c'est son fils, quoi. Ouais, à refaire, elle le referait. Ouais. Ouais. Même à la suite des événements, et la séparation, c'est quelque chose qu'elle regrettera pas, quoi. Ouais. Et alors, bon, on a déjà évoqué ta séparation puisque c'était vraiment le thème du précédent épisode, donc je pense qu'on va pas la réaborder. Ouais. Est-ce que dans le projet initial, que ce soit avec ton ex ou sans, puisqu'a priori tu avais aussi réfléchi au fait qu'elle puisse ne pas être là, tu pensais avoir un deuxième enfant ou plusieurs autres enfants? Alors idéalement, moi j'en aurais voulu plusieurs. Et puis la grossesse, l'accouchement a été très très compliqué, moi m'a bien traumatisée. Donc clairement, j'étais pas prête du tout à en avoir un deuxième. Et en plus, Louison était particulièrement dur.
C'était un petit monstre. Il nous en a fait baver. Donc, en fait, on n'était pas prêt du tout à avoir un deuxième. Ouais. Et éventuellement, je pense que quand il a eu 5 ans, 6 ans, bah, on était séparés. Mais je pense que c'est l'âge où j'aurais pu éventuellement me dire, si j'étais en couple, bah, est-ce qu'on peut faire un deuxième enfant? Parce que bah, Louison, il s'apaisait. Nous, enfin, c'était plutôt... Bah, je pense que la séparation aussi a aidé à l'apaisement parce que ça devait être compliqué pour lui. Parce qu'en fin de relation, voilà, c'était compliqué. Oui. Et donc, ouais, je pense que vers 5-6 ans, j'aurais envisagé de faire un autre enfant. Mais bon, j'étais célibataire, j'étais encore relativement jeune. Voilà, j'y pensais pas plus que ça. Je me disais pas que j'en aurais pas d'autres. C'était, voilà, j'y pensais pas trop. T'avais le temps de voir venir, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis, il se trouve que j'ai eu des soucis gynéco. Alors, je fais une petite banderole papillomavirus. Oui. Parce que c'est important d'en parler aussi. Voilà, c'est ça. C'est quelque chose que je connaissais pas trop. On n'en parle pas trop. Donc moi, j'ai été contaminée, je ne sais pas comment, parce que j'avais eu très peu de relations avec des garçons. Et enfin voilà. Et donc, suite à mon accouchement, 6 mois après, j'ai eu un test qui est revenu positif. Oui. Et donc d'un rapport qui pouvait dater de plusieurs années en fait, parce que ça se déclare pas comme ça. Donc j'ai eu un premier papillomavirus, un deuxième papillomavirus et un troisième papillomavirus. Ah ouais, parce qu'en fait il y a plusieurs souches, hein, si je me trompe pas. Voilà, il y a plusieurs souches. Une fois que c'est dans le corps, ça peut revenir, ça repart. On surveille, c'est plus ou moins grave. Enfin, mais c'est quand même super. C'est super chiant et super. Enfin, on a c'est flippant, hein. Épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc le dernier que j'ai eu, enfin le deuxième était vraiment pas cool, mais il est parti. Et le troisième, ça allait un peu mieux, mais par contre, il touchait des zones qui étaient un peu plus embêtantes. Donc ma gynéco a préféré intervenir avec un petit laser. Donc c'est resté quand même à un niveau soft. J'ai pas eu de conisation, j'ai pas été plus loin. Ouais, j'allais te demander. Mais du coup, elle m'a quand même dit, bon, c'est la troisième récidive. Vous arrivez à un âge où c'est, voilà, limite. Donc, si vous voulez un autre enfant, moi, je vous conseille de pas traîner. Oui, alors elle te dit ça par rapport à quoi? Parce qu'en fait, ça engage quoi par rapport à ta fertilité ou par rapport à un accouchement? C'est lié à la conisation possible? Ouais, en fait, quand ça récidive, bah, le laser, c'est la première étape. Si ça va plus loin, c'est la conisation. Donc, on t'enlève des bouts de ton col. Et clairement, ça peut rendre une grossesse plus compliquée, des risques de fausse couche, ou alors avoir besoin de cercler, ou alors une grossesse alitée, ce qui était inenvisageable dans ma situation. Moi, je suis toute seule avec mon salaire. Je peux pas être en arrêt pendant 9 mois, gérer mon fils en garde alternée. Enfin, c'était vraiment la pire des options, quoi. Voilà, c'était une grossesse alitée. Ma mère, elle a eu mon frère à 40 ans. Aux 3 mois de grossesse, elle a été alitée. Donc ça pour moi c'était inenvisageable. Ouais. Donc il y avait bon ce petit truc. Oui, qui est quand même très engageant, quoi. C'est pas très cool, donc voilà. Donc je vaccinerai mon fils. Oui. Pour protéger lui et ses copines. Bref. Exactement. Et d'ailleurs, petit aparté, mais parce que tout le monde ne le sait pas, on peut vacciner les filles et les garçons. Ouais. Et ce sont les garçons qui transmettent le papillomavirus. Les garçons qui transmettent, et jusqu'à aujourd'hui, on nous disait que les garçons étaient juste porteurs sains. Et en fait, il se trouve qu'aujourd'hui, ils se rendent compte qu'il y a des cancers de la gorge, de la prostate, du rectum, donc qui se déclarent chez les garçons à cause du papillomavirus. Ouais, donc non seulement ils sont transmetteurs, et en plus, maintenant, ils sont touchés. Je pense que ça peut un peu faire jouer, parce que bon, c'est vrai que quand on est juste transmetteur, on peut être un peu plus, c'est pas trop, enfin voilà, on prend pas de risque un peu égoïstement. Oui, mais complètement. Donc, tu as raison. Voilà. Et donc pour terminer un petit peu sur cette aparté vaccination, le vaccin se fait à l'adolescence. Oui, c'est ça, à partir de 11 ans. Voilà, c'est ça, exactement. Donc je me suis dit on va le faire avec le DTP en même temps, hop, ce combo gagnant, et ce sera réglé.
moi, ça me rassurera. Et puis voilà. Ben c'est ça, parce que nous, tu vois, on doit sensiblement avoir un âge assez proche. En tout cas, on doit être à peu près de la même génération. On n'en avait jamais entendu parler du papillomavirus. Très très peu. Moi, j'en ai entendu parler pour mon fils quand j'étais enceinte de lui, en fait. Mais avant, non, c'était le tout début, et puis on entendait toujours les choses qui se passent pas bien, et le vaccin, on a toujours peur quand c'est récent en plus. Donc, mais c'est vrai que moi j'ai tellement entendu d'amis touchés qui ont eu plus ou moins des soucis jusqu'au cancer du col de l'utérus. Donc c'est vrai que ça fait flipper, et sachant qu'on peut même pas se protéger, le préservatif ne protège pas réellement du papillomavirus. Ouais. Donc il y a même pas d'autres solutions alternatives en fait pour complètement créer le truc quoi. Donc, c'est comme si... Complètement. Et c'est vrai que je pense que si nos auditeurs prennent la peine, alors peut-être qu'ils en ont même pas besoin, mais s'ils prennent la peine de se renseigner autour d'eux, on connaît tous quelqu'un qui a été infecté par le papillomavirus. Donc, puis on n'en parle pas forcément en fait. Non, ça reste un peu tabou. Ouais, voilà, qui est un peu caché. Et du coup, moi, j'ai des copines qui m'ont dit, oh là là, je suis inquiète, j'ai un petit souci. Et je les regarde, j'ai un papillomavirus. Elles me disent oui. Ouais, en fait, il faut, ouais. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément, quoi. Non, on n'en parle pas forcément. Donc c'est vrai que la prévention, c'est très important. Ouais. Et en parler à nos ados aussi. Oui, et c'est ça, exactement. Ouais. Bon, refermons cette petite parenthèse, mais je pense que cette sensibilisation est nécessaire. Ouais. Et donc, du coup, toi, ça a précipité ta décision. Il y avait ça, et puis j'avais un autre souci de santé, c'est-à-dire que j'ai une grosse insuffisance veineuse au niveau de mes jambes, qui nécessite une opération des varices, mais assez importante, c'est-à-dire que j'ai des jambes de mamie qui a eu 4 enfants. Enfin, vraiment, clairement, c'est... Oui. Ma chirurgie vasculaire a rarement vu ça à mon âge. Et donc, c'est génétique. Ma grand-mère avait ça, et donc ça nécessite une opération un petit peu urgente. D'accord. Et ma chire, à l'époque, quand j'ai été la voir, j'étais déjà lancée dans le projet, et j'étais en train de faire une grossesse biochimique. C'était vraiment une grossesse, une fausse couche très très précoce. Donc je lui ai dit, je suis dans le projet, mais là actuellement, j'avais déclenché la fausse couche le jour même. D'accord. Donc je vous dis que je suis dans le projet. Là, ça tombe à l'eau, mais je suis dans le projet. Donc elle était là, je suis embêtée, je sais pas quoi vous dire, parce que normalement on dit aux femmes de faire tous leurs enfants et de se faire opérer après. Mais vous en êtes à un tel niveau que c'est... Elle m'a vraiment fait peur. Là, elle était là, elle savait pas quoi dire, elle était là, elle regardait mon dossier, ah là, ça m'embête. Bon, les grossesses sont pas trop préconisées en tout cas, ne simplifient pas les problèmes de circulation. C'est ça. Donc elle m'a dit, bon, vous êtes en train de le faire, donc je sais pas quoi vous dire. Et puis après, si tu te fais opérer, ça veut dire pas de grossesse pendant 2 ans. Donc j'arrivais quand même à un âge, voilà. Donc elle m'a dit, dépêchez-vous et revenez me voir juste après. Oui. Donc c'était en décembre 2021. Et donc je suis tombée enceinte en août 2022. Et là, j'ai rendez-vous pour mon opération en septembre, au taquet pour régler le problème. Donc voilà, il y avait ce papillomavirus et cette opération à programmer qui faisait que la grossesse, fallait soit ça arrive maintenant, soit ça n'arrive plus en fait. Et j'étais dans ma tête pas prête à faire le deuil de plus avoir d'enfants. Bien sûr. Après, j'étais pas non plus prête à non plus laisser trop traîner les choses. Je savais que j'avais ce projet de déménagement, de nouvelles maisons, de nouveaux employeurs pour mon travail, l'âge qui arrivait, cette opération à faire. Donc j'étais là, je me suis mis une deadline. Je me suis mise si je suis pas enceinte courant mi-2023, j'arrête et je fais mon deuil. Mais ça aurait été moins compliqué parce que j'avais déjà eu un enfant et que je me disais, voilà, j'ai mon fils, c'est viscéral de l'avoir. Là, j'avais très envie d'un deuxième enfant, mais j'aurais fait au détriment de ta santé, ouais. Voilà, et j'aurais fait mon deuil et j'aurais pas été malheureuse de ne pas avoir un deuxième enfant. Par contre, j'aurais été malheureuse de ne pas avoir d'enfant du tout. Mais voilà, je relativisais parce que c'était une situation différente. Oui. Mais du coup, en revanche, ça a permis ça a forcément du coup acté le fait que tu te lançais en solo. Parce que t'étais pas en couple à ce moment-là. Ah, c'est ça. En fait,
Après ma séparation, j'ai vécu des choses. Voilà, j'ai rencontré des personnes avec qui j'ai eu des relations plus ou moins. J'ai une relation avec une personne avec qui je m'amusais bien, mais j'avais pas de sentiments. Et puis ça s'est fini. Et j'ai eu des relations avec des garçons parce que oui, je suis ressortie qu'avec des garçons après mon ex-femme. Et je suis tombée amoureuse d'un garçon avec qui c'était pas réciproque. Et donc voilà, j'ai eu ces petites choses que j'ai vécues, mais voilà, il n'y a pas eu, ça n'a pas mené à une vie de couple ou quoi que ce soit. Et j'étais pas forcément dans la demande non plus. J'étais bien comme ça, je le vivais très très bien. J'avais eu tellement une fin de relation compliquée que je commence vraiment à savourer ma vie comme ça, de femme autonome, célibataire, libérée. Il y avait plein de trucs positifs dans mon couple. Enfin, il y avait aussi des trucs vraiment vraiment relous à la fin. Et c'est vrai que je suis hyper épanouie dans ma vie aujourd'hui comme ça. J'avais pas forcément ce besoin absolument d'être en couple. Donc je vivais ce que j'avais à vivre en étant bien. Mais c'est vrai que quand on se pose la question d'un enfant, on réfléchit quand même à se dire bon, est-ce que aussi faire un enfant toute seule, qu'est-ce que ça implique pour l'enfant aussi. Moi, je suis issue, ma mère m'a fait toute seule. D'accord. Des conditions un peu différentes, c'est-à-dire que c'était un peu le secret. J'ai pas su tout de suite mon histoire. Enfin, ça a été un peu compliqué. Moi, ce qui m'a manqué, c'était mon histoire. C'est pour ça que j'ai rien caché à Louison de sa conception et de son histoire. Mais là, je me disais bon, je vais faire la même chose, mais il y a quand même pas de deuxième parent et ça veut dire que voilà, j'impose à cet enfant le fait d'être qu'avec moi, tout le temps avec moi aussi. Donc voilà, c'est quelque chose qui se réfléchit aussi, quoi. Oui, non, clairement. Mais enfin, tu le dis toi-même, toi, t'es issue d'une parentalité solo, d'une maternité solo, donc tu connaissais, enfin, tu l'as vécu en fait. Donc tu savais aussi comment réfléchir et qu'est-ce qui toi t'a marqué dans cette enfance, dans ton enfance en solo. Est-ce que ça t'avait pesé d'être solo avec ta maman? Alors moi, j'ai jamais l'impression que ça m'a pesé jusqu'à l'âge de mes 7-8 ans, puisque enfin, j'ai pas de mauvais souvenirs jusque là. Après, ma mère, elle a rencontré mon beau-père, avec qui, je pense que je m'entendais bien quand j'étais petite. Et puis quand ils se sont mariés, je suis un peu rentrée en conflit avec eux. Mais moi, je pense vraiment que c'est l'histoire de pas savoir en fait. Après, mon beau-père, c'était quelqu'un de très gentil, mais très froid, pas très à l'aise avec les enfants, un peu comment on dit. Toujours à faire des blagues et tout, mais pas des blagues très drôles pour les enfants. Enfin, c'est un humour particulier, en fait, on va dire. Et du coup, voilà, il me charriait beaucoup, mais moi, j'ai vécu toute seule avec ma mère jusqu'à l'âge de 7-8 ans. Ensuite, ils se sont mariés. On m'a enlevée, entre guillemets, de ma famille pour partir à 200 kilomètres, vivre dans une ville que je connaissais personne, où je connaissais personne, dans une nouvelle école. Donc mariée avec cet homme qui devenait, qui me prenait ma maman entre guillemets. Oui. Alors que j'étais tout le temps fourrée dans ma famille, chez ma grand-mère, chez mes tantes, mes cousins, mon oncle. Enfin, donc ça a changé vraiment de vie et je l'ai pas très bien vécu. Surtout dans mon école, ça se passait pas hyper bien. J'avais pas trop de copines. Enfin, c'était pas. T'as subi la situation, quoi. Ouais, voilà. Et puis j'étais toujours en mode, mais par rapport à mon père, je me faisais des fantasmes par rapport à ça. Qui est mon père? Pourquoi j'ai pas de père? Enfin, je me faisais des histoires pas possibles. Ma mère, elle ne se doute pas de ce que j'ai pu imaginer dans ma tête. Et en fait, on en parlait très peu. C'était un sujet tabou. Ouais. Et elle répondait pas à tes questions? J'en posais pas beaucoup. Et quand j'en posais, on finissait toutes les deux par parler. Elle me disait rien. Donc, mais c'était très rare que j'en parle. C'était, en fait, dans ma famille, la communication, c'est hyper tabou. On parle pas de ce qu'on ressent, on parle pas des trucs profonds. C'est un peu, j'ai appris un peu à communiquer avec mon ex. Elle m'a aidée parce qu'elle parle beaucoup. J'ai fait des gros progrès. Mais c'est pas encore hyper fluide, quoi. Il y a même des fois des choses que j'ose pas aborder encore. J'aimerais dire à ma mère ou j'aimerais dire même des fois à mon frère. Et c'est pas
c'est pas naturel pour moi, c'est toujours un effort, c'est pas toujours évident. Alors qu'avec mon fils, je pense que j'ai dit à fond dès le début, dès tout petit, pour qu'il y ait aucun tabou, on parle de tout. Et donc voilà quoi. Bah oui, donc du coup, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, tu avais déjà une réflexion qui avait été menée dès ta plus tendre enfance sur ce que tu voudrais ou pas dans ce cadre-là. Oui, c'est ça. Mais du coup, voilà, je sais pas ce qui m'attend par la suite, tu vois, parce que là, on part, bon, bah, je vais commencer comme ça, mais qu'est-ce qui va se passer? Ma mère, c'est pareil, elle s'est dit, bah, je fais un enfant, mais elle savait pas forcément ce qui allait se passer par la suite, les événements de sa vie. Donc, c'est vrai que, voilà. Mais après, je pense que, voilà, les bases de dire la vérité, déjà, je pense que ça peut aider, parce que moi, je pense qu'avec ma mère, ça s'est amélioré les relations quand j'ai su, quand elle a raconté mon histoire. Et quand il y a eu un peu moins de tabou, ça s'est beaucoup mieux passé. Après, voilà, je garde quand même cette image dans ma tête de j'aurais aimé avoir un papa. Mais après, qu'est-ce que c'est un papa? Parce que j'ai plein de copines qui ont eu des papas pas terribles. Et moi, voilà, je rêvais un peu du papa qui me fait des gros câlins et qui me fait sauter sur ses genoux. Mais il y en a plein qui n'ont pas eu des pères comme ça. Oui, bien sûr. Voilà, c'est quelqu'un de très bien. C'est juste qu'il a une personnalité un peu froide et charrieur, mais voilà, c'est quelqu'un de totalement équilibré, de stable, voilà, donc qui s'est très bien occupé qui a rendu ma mère heureuse. Ils ont eu un autre enfant, mon petit frère avec qui je m'entends très bien, donc c'est pas, mais c'est juste que voilà, et on n'a pas réussi à rentrer en relation. Tu vois, il m'a pas adopté, moi je l'ai pas vraiment adopté non plus, et c'était pas, moi j'étais très câline avec ma mère, et avec lui c'était froid. Donc voilà, c'est plus des personnalités qui étaient peut-être pas hyper compatibles à la base, mais maintenant j'ai aucun souci avec lui, et je l'apprécie beaucoup, et voilà, c'est ma famille, quoi. Ouais. Et du coup, tu t'étais aussi projetée, ou t'as réfléchi très vite au fait que tu souhaitais réutiliser le même donneur que pour Louison, ou est-ce que tu as fait un choix différent? Alors, à la base, j'aurais vraiment voulu repartir avec lui. Au début, j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que je voulais pas en parler à mon ex-compagne, parce que c'était quelque chose de personnel, et puis si ça marchait pas, je voulais pas non plus que les gens le sachent. Donc j'avais réfléchi, est-ce que je peux reprendre le même donneur sans lui demander, parce que ça faisait un peu bizarre en fait de se dire que il aurait les mêmes gènes, mais c'est comme si j'avais été en couple avec un garçon et je reprenais ses spermatozoïdes alors qu'on était séparés. Je comprends. Mais je m'étais dit que elle le prendrait pas mal du fait que je sois célibataire. Si j'avais été en couple avec une autre femme, je l'aurais jamais fait, parce que je pense que elle l'aurait pas du tout bien pris, et je l'aurais compris en fait, parce que voilà, c'était notre donneur. Mais le fait que je sois seule, je pense qu'elle l'aurait pas mal pris, et elle a pas mal pris d'ailleurs quand j'en ai parlé. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que je l'ai recontacté en fait juste avant le confinement, le week-end avant le confinement. On est allé prendre un verre en ville. Je l'ai recontacté, je lui ai expliqué par message ou mail, je sais plus, ma situation, que maintenant j'étais solo, qu'on était divorcés mais que ça se passait bien. Voilà, pourquoi je voulais un enfant, tout ce que je t'ai expliqué. Oui. Et donc il a accepté de me revoir, on a discuté. Donc c'était la première fois que je le revoyais depuis qu'on avait fait depuis mes 4 mois de grossesse de mon fils Louison. Et donc on a discuté, c'est rigolo parce qu'on a discuté un tout petit peu de Louison, et il m'a raconté des choses de son enfance qui étaient proches de celles de Louison. C'était rigolo, quoi. Oui. Et donc voilà, et donc il était OK pour se relancer dans le projet pour un deuxième. Il m'a dit OK. Donc j'étais vraiment contente. Et ensuite il y a eu le confinement. Ensuite donc j'ai eu la petite intervention au laser à faire au niveau gynéco, et ensuite après j'avais le feu vert de ma gynéco pour lancer les inséminations. Et on l'a fait, je me souviens plus quelques fois, pas longtemps, je crois qu'on a fait 4 cycles
mais avec des espaces parce que je sais plus ce qu'il y avait, mais on a dû le faire en juin. Quelques confinements? Non, je sais plus ce qu'il y avait eu, mais enfin voilà, il était pas forcément souvent dispo. Et en janvier 2020, ah bah non, bah si. Du coup, je suis tombée enceinte en octobre 2021. Et donc grossesse biochimique. Et j'ai eu 15 jours de retard, un test pipi positif, des tests prise de sang qui étaient pas très bons. Et ça descendait dans les chiffres. Et donc le jour là où je vais chez ma chire, bah du coup j'ai commencé à saigner. Donc voilà. Donc je savais qu'après j'avais demandé rapidement des prises de sang parce que je voulais être sûre que ça, enfin voilà, je voulais pas me projeter, je voulais être dans ma tête, est-ce que si c'est bon, je me projette, si c'est pas bon, hop, on passe à autre chose. Mais donc voilà, avec lui, ça a fait ça. Après, en fait, il a aujourd'hui presque 60 ans. D'accord. À l'époque, quand il avait 50 ans pour Louison, donc il avait 59. Ouais. Ou 58 à l'époque. Donc bon voilà, la fertilité, même si elle baisse pas totalement pour les hommes, ça diminue quand même. Enfin, c'est un peu moins solide, bien quoi. Sûr. Oui, c'est ça. C'est surtout effectivement, t'as plus de risques de problèmes génétiques. Aussi, ouais. Mais me semble-t-il. Hein. Ouais, aussi. Et de mon côté aussi, mais la fertilité aussi. Donc voilà, donc ça se passe. Janvier se passe, les fêtes, je le recontacte et là il me dit en fait qu'il va subir une opération du dos qui est pas grave, mais qu'il va devoir être opéré, alité et qu'il pourra pas faire de don pendant plusieurs mois. Ah oui. C'est un peu le coup de massue pour moi. Ouais, tu m'étonnes. Donc je suis hyper déçue, mais après voilà, je comprends totalement. Enfin, je comprends même pas comprendre, c'est comme ça, quoi. Ouais. Et donc, rapidement, je me dis, bon, bah, il faut rebondir parce que j'ai un peu vraiment le tic-tac de l'horloge biologique et de l'horloge santé en mode activé. Là, c'est plus la santé, même. Enfin, c'est... Donc, voilà, c'est ça. Donc, je me remets sur les sites. Alors, je cherche les sites de l'époque, donc, qui n'existent plus, hein, parce qu'il y a du temps. Donc, maintenant, c'est plus des groupes Facebook. Donc où je tape des choses genre insémination artisanale, donneur de sperme, enfin choses comme ça. Donc je tombe sur plusieurs groupes et je commence à discuter. Donc j'ai recommencé un peu l'étape du premier où on tombe sur des gars complètement tordus, sur des pervers, sur des inséminateurs professionnels qui font ça à tout va. Enfin voilà, il y avait un peu de tout. Et voilà, dans le tri, je réussis à tomber sur un donneur avec qui on discute plutôt bien. Voilà, physiquement, bon, c'est pas l'homme de mes rêves, mais enfin voilà, plutôt normal. Enfin voilà. Et puis on discute et puis je lui demande s'il est ok pour me rencontrer. Donc il habite pas trop loin, donc c'est cool. Et on s'organise une rencontre dans un resto entre nos deux habitations. Et là, le courant passe hyper bien. Il est vraiment hyper sympa, hyper gentil. On a plein de points communs. On aime les jeux de société, donc on parle beaucoup de ça. Enfin voilà, il est très très gentil. Il est prof et donc il m'explique qu'il a déjà 4 enfants avec son ex-femme et qu'il a divorcé il y a 1 ou 2 ans. 2 ans, je crois. Et qu'il a fait un autre don, qu'il en a fait plusieurs, qu'il a aidé 3 femmes. Et je crois qu'il y a eu 2 bébés qui sont nés. Avec une, ça n'a pas marché, je crois. Et donc voilà, donc j'ai ok. Et donc il me dit qu'il aimerait aider encore 1 ou 2 femmes et après s'arrêter. D'accord, oui, donc un discours relativement équilibré. Sain, équilibré, ouais. C'est ça. Et donc moi je lui demande si ça l'embête, si je peux contacter une de ces personnes. Donc il accepte. Donc ça c'est vraiment le truc qui m'a rassurée, parce qu'après voilà, on peut aussi rencontrer quelqu'un qui nous raconte n'importe quoi. Oui, c'est clair. Faut pas faire confiance. C'est ça. Et donc il me donne les coordonnées de cette personne. Enfin non, il contacte cette personne pour lui demander si elle est ok
que je la contacte. Elle lui dit oui. Du coup, après, elle me donne ses coordonnées et je la contacte et on discute au téléphone. Et donc, voilà, elle me raconte comment ça s'est passé. Lui, il est ouvert à un peu tout, toutes les méthodes, tous les accords sur la suite. Il est super ouvert, donc c'est plutôt cool. Et puis, il a respecté ce qu'elle souhaitait. Donc, eux, ils ont gardé une relation... une fois par an, ils se voient et elle donne des nouvelles par mail. Mais c'est un souhait aussi à elle de faire ça. Donc elle est en maternité solo aussi. Et lui, il a aidé, je crois, une autre femme toute seule et un couple, je crois aussi. Okay. Donc voilà. Et donc lui me dit on fait comme tu veux, comme tu le sens, et on est parti. Donc chacun rentre chez soi, chacun réfléchit, et puis moi je lui donne ma réponse. Je lui dis écoute, moi si t'es partant, je suis partante pour qu'on essaye. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc il était OK. Et comme j'étais célibataire, je me suis dit ça a pris longtemps pour mon fils de tomber que je tombe enceinte en insémination artisanale. Je me dis est-ce que en faisant la méthode naturelle, ce serait pas plus rapide? Enfin voilà, c'est pas non plus voilà, c'est pas une garantie à 100%, mais c'est pas une garantie, mais je me dis bon voilà, c'est pas non plus enfin je sais qu'avec l'autre donneur, ce qui était compliqué, c'était que c'était compliqué d'avoir un échantillon conséquent. C'est-à-dire que je sais pas si c'était l'âge ou si c'était le stress d'être chez quelqu'un, mais on avait déjà aussi eu d'autres donneurs et des fois c'était vraiment galère d'avoir une... Je sais qu'il faut pas beaucoup, mais quand même, quoi. Des fois, pour le transfert, on était là, le temps qu'on transfère dans la pipette, t'étais là, attends, mais il n'y a plus rien. Ouais. Il y a juste sur les doigts. Enfin, bref. Ouais. Je sais que, enfin, voilà, dit comme ça fait bizarre, mais des techniques, des fois, pour récupérer, c'était... Ouais, c'est compliqué. Pas évident. Et puis, on avait fait plein de trucs pour essayer que ça reste à bonne température. Enfin, voilà, c'était chaud. Donc, je me dis, c'est un peu la prise de tête. Est-ce que c'est un gros sacrifice pour moi d'avoir des rapports avec cette personne? Enfin, voilà, c'est une fois par mois. Enfin, voilà, c'était quelque chose d'envisageable pour moi, en sachant que j'étais célibataire, que ça ne m'engageait que moi, que lui, ça ne dérangeait pas non plus, qu'il était célibataire aussi. Donc, et pourtant, lui, enfin, voilà, dès le début, il m'a dit, OK, pour l'insémination artisanale, il n'y a pas de souci. Et donc, c'est moi qui lui dis, écoute, si ça dérange pas, autant qu'on le fasse en naturel, et comme ça, peut-être que ce sera plus productif et plus rapide. Donc, on l'a fait sur 4 cycles. Et le 4e cycle, ça a pris. Mais du coup, alors en fait, c'est ce qui... en fait, les 3 premiers, ça a été assez bien. C'était rapide. Enfin, voilà, ça s'est fait et c'était fini, voilà. Le 4e, ça a été compliqué. C'est-à-dire que lui n'y arrivait pas forcément tout de suite et moi en fait c'était trop long en fait. Et en fait c'est à ce moment-là où je me suis dit merde, là stop, j'ai envie d'arrêter. En fait, j'ai plus envie, soit on revient en artisanal, soit voilà, mais en mode je me suis sentie mal en fait à ce moment-là. Mince, mais lui il était là hyper gentil, non mais t'inquiète pas, je vais pas partir tant que j'y arrive pas. Et moi j'étais là mais non, en fait, on arrête tout là, c'est bon, stop. Voilà, au final, je me suis un peu, voilà, je pense que je me suis un peu forcée, j'ai été un peu loin dans ce que T'étais prête à accepter, quoi. Voilà, alors que, enfin, c'est vraiment pas de son fait à lui, parce que lui, vraiment, il m'a jamais poussé quoi que ce soit. Je sentais juste que lui, il m'aimait bien, vraiment bien. Et de temps en temps, il me faisait des petites réflexions, il me disait, si jamais t'as besoin d'aide par la suite, ou si jamais tu veux un papa, enfin voilà, il était pas fermé, quoi. Il était là, il me disait que j'étais jolie, qu'il m'aimait vraiment beaucoup, enfin, ça me gênait un peu. Et des fois, je lui ai envoyé des messages en lui disant que j'avais besoin de distance. Mais par contre, il était cool et dès que j'ai envoyé un message, il respectait et tout. Mais c'est vrai que, voilà, le fait de me dire, je pensais pas que de rentrer comme ça en méthode naturelle, ça allait m'impacter comme ça. Et donc je m'étais dit là c'est la dernière fois que je le fais en naturel, c'est sûr. Si je tombe pas enceinte, tant pis, mais on trouvera une autre solution où on arrête, mais
Mais là, c'était trop dur, quoi. Le dernier don, je l'ai pas très bien pris. Et donc, je m'étais dit, mais, enfin, voilà, quoi, je fais ça, bon, bah là, entre guillemets, j'ai le choix, enfin, j'ai le choix. Je pouvais choisir l'insémination artisanale, donc c'est aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, bah voilà, on se dit, pour avoir un enfant, parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités, des fois, on se lance dans des choses. À l'époque, c'était pas encore passé au niveau de la loi, l'insémination artisanale pour les mamans solo ou pour les couples de femmes. Et même encore aujourd'hui, même si c'est passé, des fois, il y a des délais tellement longs, tellement compliqués que même déjà pour les couples hétéros. Donc, pour les mamans solo, enfin voilà. Ouais, c'est clair. Donc, c'est vrai que, bah, voilà, des fois, on se dit, bah, des fois, on fait des choses en mode on sacrifie certaines, voilà, on se sacrifie presque. C'est ça. Et en fait, je l'ai pas bien vécu sur le moment, et j'ai eu besoin d'en parler. Et en fait, bah, quand je t'ai écrit aussi, j'étais vraiment pas bien, et ça m'a fait aussi du bien d'en parler, parce que j'en parlais pas forcément non plus. Enfin, j'en ai parlé à certaines de mes amies, et qui m'ont dit, il faut que t'en parles, parce que là, tu le vis vraiment presque comme une agression, alors que c'était pas du tout une agression de sa part. Mais moi, je l'ai mal vécu. Et presque, en fait, j'ai fait un test de grossesse qui s'est avéré négatif, et j'étais presque soulagée de pas être enceinte. Et en fait, j'ai eu un petit peu de retard. J'ai fait un test précoce pour dire, bon, voilà, j'ai envie de me sortir cet épisode de la tête. Je suis pas enceinte et on passe à autre chose. Et en fait, j'ai eu du retard et j'étais bien enceinte. Donc, j'ai eu un peu de temps à digérer ça. Et en fait, avec le temps, j'en ai parlé, j'étais voir la psy aussi, j'ai parlé à d'autres personnes et j'ai cheminé, et aussi j'ai pris de la distance avec le donneur. Donc, après, lui, je lui ai pas dit ce que j'ai ressenti parce que c'était pas de son fait. Oui, bien sûr. Bah voilà. Mais, moi, je lui ai dit que, bah, dès que j'étais enceinte, que j'avais besoin de distance. Il a respecté. Et c'est moi qui l'ai recontacté, par la suite pour qu'on se revoie. D'ailleurs, on n'a pas pu encore se revoir, mais ce serait le but qu'on se revoie quand même, comme pour le premier donneur, pour qu'il me fasse une lettre, qu'il explique sa démarche, qu'il laisse quelques photos pour l'enfant. Et on est parti sur le même fonctionnement que pour mon fils aîné. Donc pas de contact, sauf si l'enfant en ressent le besoin. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'au tout début, au début de la grossesse, ça a été un peu, ça me restait, en fait, cette histoire. Bah oui, forcément. C'était un peu, t'étais marquée, quoi. Oui. Et puis, ce qui me gênait, c'était que, bah, en fait, pour Louison, j'ai tout raconté en détail. Et pour moi, en fait, cet épisode, bah, je peux pas raconter ça à mon enfant, en fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Ma psy, elle me dit, mais en fait, vous avez pas à tout raconter en détail, en fait. Vous avez le droit à votre petit jardin secret. Et puis, il y a des choses qui se racontent pas aux enfants. Et puis, l'important, c'est que vous cheminez sur ça et que, voilà, mais, enfin, votre enfant, enfin, vous n'avez pas forcément besoin de dire ce genre de détails, quoi. Et oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, on le fait pas. Enfin, tu vois, nous, on le fait parce que c'est important de leur expliquer. Enfin, voilà. Je sais pas comment te dire, mais. Mon fils, il sait comment il est né. Il sait que sa maman Babi, a pris le sperme d'un monsieur qu'elle a mis dans une pipette et qu'elle a mis la pipette dans le vagin de maman. Enfin, il sait tous les détails, en fait. Et moi, ça me paraît tellement normal. Et donc c'est presque, j'ai même pas dit, je crois, à mon fils que, bah, du coup là, en fait, bah, maman, elle a fait, comme on dit, elle a eu un rapport sexuel avec un monsieur Graine. Je sais même pas comment je vais le dire, je sais pas comment je vais en parler, mais c'est tellement pour moi une insémination. Après, une insémination, ça peut être une insémination, comment on peut dire, bah, naturelle, une insémination naturelle, quoi. Mais oui, tout à fait. Après, j'ai tellement été habituée à tout détailler avec mon fils que là, la méthode naturelle, je suis plus gênée, quoi. C'est chelou. Ouais. Mais je comprends, mais après, tu vois, c'est pareil. Tu peux juste se dire que tu as eu recours à un monsieur qui t'a donné sa graine. Ça, c'est sûr. Là, oui, c'est pareil. C'est un monsieur graine, quoi qu'il arrive, même si on a eu des rapports sexuels. Enfin, voilà, c'est rien d'autre qu'un monsieur graine. Mais là, voilà, maintenant, j'ai cheminé, enfin voilà, je le vis bien aujourd'hui. Et puis, bah, je me suis aussi investie dans la grossesse, ce qui était, enfin voilà, Louison,
dès le tout début de la grossesse, j'étais à fond. Là, c'était différent, en fait, c'était autre chose. C'était un deuxième enfant, c'était d'autres choses, et ça a mis un peu plus de temps, mais maintenant, enfin, c'est mon bébé, et j'y pense plus, en fait. Oui. Mais c'est vrai que ça a été, le démarrage a été compliqué. Chaotique, quoi. Et c'est vrai que je me suis dit, mais il y a plein de filles pour qui, c'est pareil. Des fois, quand on fait des inséminations pendant hyper longtemps et on se dit ça marche pas, est-ce qu'on passe pas un autre cap? Qu'est-ce qu'on est prête à faire des fois? Parce que c'est pareil, j'ai des amis autour de moi qui des fois ont essayé ou ça fonctionne pas, et elles sont prêtes à faire plein de choses pour avoir un enfant, et de se dire des fois c'est des fois tu vas, enfin, sans le savoir, tu vas au-delà de ce que tu es OK à accepter, et c'est vrai que je pense que déjà le retour en arrière n'est pas franchement possible. Non. Et du coup, il faut dealer avec ça, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que c'est peut-être, enfin, je pense que c'est vraiment le message que tu veux nous faire passer, et en tout cas que moi je comprends, c'est qu'il faut garder en tête, peut-être même quand on se lance dans une insémination artisanale comme ça, peut-être se lister les incompressibles, quoi. Enfin, ce sur quoi on n'est pas capable ou on n'a pas envie de passer, pour se les rappeler à un moment donné, parce que des fois, effectivement, l'envie d'enfant nous fait faire des choses, mais que c'est valable dans toutes les configurations. Hein. Oui. L'envie d'enfant nous fait faire des choses qui sont des fois de l'ordre de l'irraisonnable. Oui, mais puis par exemple le côté financier aussi. Bien sûr. Ça peut être ça aussi. Enfin, je connais des personnes qui clairement qui ont mis. Enfin, là, moi, je pense à une personne qui a clairement dépensé tout son argent pour une PMA à l'étranger, et aujourd'hui ça n'a pas fonctionné, et elle arrête parce que l'âge et l'argent, en fait, et je trouve ça horrible, en fait. C'est bien sûr, parce qu'en plus de ça, le fait qu'elles doivent rembourser chaque mois ou pendant des années, ça va la ramener systématiquement à cet échec, entre guillemets. Alors, est-ce qu'on a des études sur le sujet? Non, justement, on n'a pas d'études sur le sujet. Parce que oui, il y en a pour qui. Enfin, c'est vrai que moi, je me suis mis sur des groupes de PMA. Après, c'est plus des couples hétéros qui sont sur de couple, mais c'est vrai que tous les jours, il y a des filles qui disent au revoir, en fait, au groupe, en mode, là, on arrête là, en fait. Ouais. Après, souvent, les couples hétéros, ils sont plus en France, donc financièrement, il n'y a pas de souci financier, mais je sais que, par exemple, l'Espagne, c'est tellement un business là-bas que, enfin, ça dépend des cliniques, mais il y en a. Oui, ça... moi, tout début pour Louison, dès qu'on commence à rechercher, on envoie des mails d'informations, on reçoit des devis. Oh là là, moi j'étais là. Ah non, mais ça va pas être possible, en fait. Ouais. Ça, c'est pareil. Hein. C'est vrai qu'il y a des personnes que ça rassure, des personnes qui... Moi, je sais que ça m'a fait fuir, mais c'est vraiment propre à chacun. Il faut pouvoir, hein, parce que des fois, c'est juste le banquier qui veut pas te faire crédit. Donc, aussi. T'as pas l'argent, en fait. Tu peux pas l'inventer. Après, moi, j'ai des amis qui m'ont dit, nous, on a trouvé ça raisonnable. Ça nous a coûté 5 000 € et on l'a fait une fois et ça a marché. Je dis, mais oui, mais vous l'avez fait une fois et vous avez de la chance, ça a marché, en fait. Et vous aviez 5 000 €, mais moi, j'avais pas 5 000 €, j'avais même pas 1 000 € à l'époque. Donc j'étais très souvent à découvert. Ma banquière m'aurait pas fait crédit de 5 000 €. Et nous, on a mis 2 ans à tomber enceinte. Alors peut-être que à l'hôpital, ça aurait pris moins de temps. Mais même si on avait dû le faire 2 fois, enfin, c'était pas possible, en fait. Donc tout est relatif, en fait. Ouais, non, mais c'est ça exactement. Tout est relatif en fonction de la situation de chacun. Donc c'est vrai que peut-être que cette idée de lister à travers quoi on n'est pas ok de passer, et de le relire de temps en temps. Oui. Après, c'est quelque chose qui est mouvant, hein, qu'on peut revoir, retoucher, ça. Voilà. Mais il y a des fois où on en oublie nos convictions, quoi. C'est ça, où on est prête à aller au-delà de ce qu'on aurait pensé. Et aujourd'hui, donc là, tu t'apprêtes à accueillir ton petit bout. C'est cette situation maintenant, tu as l'impression que c'est apaisé, que tu vas pouvoir l'accueillir sereinement? Oui. Là, je pense que j'ai beaucoup parlé. J'ai vu une psy,
J'ai vu une sage-femme qui m'a fait faire de l'hypnose aussi. Et enfin voilà, j'en ai reparlé aussi avec d'autres personnes et enfin voilà, et le temps aussi, je pense, a fait que, enfin voilà, ça a apaisé les choses. Et maintenant je suis prête, je suis apaisée. Voilà, c'est quelque chose auquel tu vois, quand on a décalé le podcast, je me suis dit c'est plutôt positif en fait. Et en plus, il y a un truc qui s'est réglé en plus ce matin, mais c'est vraiment trop drôle. En fait, j'avais plus de nouvelles du premier donneur. Ouais. Et en fait, je lui avais dit que j'étais enceinte, que j'avais fait appel à un autre donneur parce que je lui avais pas dit. Et j'ai culpabilisé, et je me disais mince, est-ce qu'il va mal le prendre? Et il m'avait pas répondu. J'avais envoyé un message genre 2 mois après, il m'a pas répondu. Et donc, j'ai envoyé un autre message en mode, mais je suis désolée d'insister, mais vraiment, je suis inquiète. J'ai peur qu'il te soit arrivé un truc, ou alors que tu m'en veuilles. Mais réponds-moi, dis-moi que t'es vivant, quoi. Et ce matin, il m'a envoyé un message en mode, excuse-moi de pas t'avoir répondu, tout va bien, je vais bien, je t'en veux pas du tout, et je suis contente pour toi, et bonne grossesse, et voilà. Donc, j'étais, soulagée. Ouf. Donc là, ouais, toutes les choses. Puis j'ai eu une grossesse très compliquée parce que, enfin, physiquement ça a été très bien, mais psychologiquement j'ai eu beaucoup de soucis pendant ma grossesse. Donc je me suis aussi fait licencier par un employeur. Donc je pars au prud'homme. Il y a eu le déménagement, il y a eu des choses. Enfin voilà, il y a eu plein de petites choses qui se sont accumulées en mode diabète gestationnel. Enfin des petits trucs un peu relou. Donc psychologiquement dans ma tête, j'étais pas du tout dans le bébé. Et donc, cette histoire, ça m'a voilà, ça a relativisé aussi, je dis bien. Oui. Donc mais voilà, là cette fin de grossesse, c'est bien. Tout s'apaise, j'ai déménagé, la maison est presque rangée. Je suis prête dans ma tête, dans mon corps, enfin les choses se règlent, mon avocate se débrouille, enfin c'est plutôt cool. Donc c'est vrai que là je suis bien, je suis apaisée, mais c'est vrai que ça m'a fait du bien d'en parler, quoi. Parce que c'est vrai que ses copines, c'est bien d'en parler, mais c'est pas pareil, quoi. C'est bien sûr. Et puis les copines ont forcément un parti pris. Oui, c'est sûr. Mais sur ce sujet-là, c'est vrai que bon, elles pouvaient m'écouter, mais c'est vrai que c'est compliqué d'aider à aller plus loin, quoi. Donc moi, la psy, ça m'a fait du bien. Oui, et ça c'est clair qu'il faut pas hésiter dans un parcours de parentalité, quel qu'il soit. Si on en ressent le besoin, évidemment, tout le monde n'en ressent pas le besoin, mais si on en ressent le besoin, faut pas se poser de questions. En fait, se faire accompagner, c'est essentiel. Écoute, je te remercie beaucoup, Tiffaine, pour ton témoignage sur cette parentalité, sur cette maternité pour le coup solo. Aujourd'hui, je pense que c'était important. Alors déjà, cette petite sensibilisation au papillomavirus en début d'épisode, je pense que elle tombait plutôt bien. Et le fait de rappeler que malgré un désir énorme pour nos enfants, pas pour nos enfants, mais d'avoir nos enfants, il faut aussi garder en tête les limites que l'on ne souhaite pas franchir. Parce que quand on les franchit, ça peut être compliqué. Ce n'est pas irréversible, la preuve en est, puisque tu as réussi à passer au-delà et que tu vas accueillir ton petit bout beaucoup plus sereinement que tu ne l'aurais pensé après cette histoire. Donc vraiment, c'est pas irréversible, mais voilà. Je pense que ton témoignage va être une alerte pour peut-être certaines ou certains d'ailleurs qui sont en parcours et qui déjà se posent la question de savoir si elles ou ils ne vont pas déjà trop loin. Donc je te remercie beaucoup pour ce témoignage. Je me doute que ça n'a pas dû être simple de revenir dessus, mais t'as raison, c'était essentiel d'en parler. Ouais, c'était pas évident, mais aujourd'hui ça fait du bien d'en parler en mode apaisé et de poser les choses, ça fait du bien quand même. Je te comprends. Et effectivement, on te sent apaisé avec la situation. Je te remercie beaucoup, Tiffaine, et puis je te dis à très bientôt. Merci Constance, à bientôt. À bientôt. Nous voici arrivés au terme de la saison 4, saison dont j'étais loin d'imaginer les sujets abordés et qui avait débuté sur une série de témoignages d'une famille queer sur plusieurs générations. J'ai adoré pouvoir vous proposer des formats un peu différents de mes habitudes et des thèmes qui, une année encore, ont reçu des échos élogieux.
Si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà que j'ai pris la décision de réduire le nombre d'épisodes la saison prochaine pour me préserver, car je manque cruellement de temps pour moi. Ce temps-là passe dans le podcast et mes engagements associatifs, ce qui est certes très enrichissant, mais pas du tout rémunérateur. Après avoir fait le point sur mes besoins assurant ma sécurité mentale, j'ai compris que garantir un revenu était un de mes essentiels. Même si je sais que cela est lié à l'insécurité générée par mon éducation, je ne sais pour le moment pas trouver d'autres alternatives que trouver un job rémunérateur dont la mission colle à mes valeurs. J'ai compris très rapidement que je ne devais compter sur personne pour subvenir à mes besoins. Alors, si je sais bien qu'en réalité ce n'est pas le cas et que cela est loin de se vérifier au quotidien, je vis très mal le fait d'être dépendante financièrement de quelqu'un, en l'occurrence de ma femme. Ma sécurité affective est en revanche, rassurez-vous, bien assurée par ma femme et mes enfants, ainsi que toute ma famille et mes amis. Et ça, c'est un autre de mes essentiels. Les journées n'étant pas extensibles, hélas, malgré tout ce que j'ai tenté et voulu croire, je dois faire des choix. Mon choix est de réduire un temps la fréquence des épisodes à 1 par quinzaine dès la rentrée, et ce pour toute la saison je pense. J'en profite pour vous remercier du fond du cœur pour tous les petits mots de soutien que j'ai reçus suite à mon post sur Instagram, vous faisant part de mes réflexions. En ce sens, cet été je vais prendre du recul avec le podcast et vous proposer des rediffusions d'épisodes marquants de ces 4 dernières saisons. Dès la rentrée, je vous proposerai des épisodes inédits dans leur forme et par leur contenu. Tenez-vous prêts et prêtes. J'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez le faire par le biais de la page Steady du podcast dont le lien se trouve en bio du compte Instagram @lesenfantsvonbienpodcast. Si vous souhaitez le soutenir autrement que via la page Steady, parce que votre soutien, quel qu'il soit, est précieux, vous pouvez aussi lui donner plus de visibilité en partageant le compte Instagram du podcast ou les épisodes dans vos stories. Vous pouvez le noter sur les plateformes d'écoute et faire fonctionner le bouche à oreille. En gros, faites du bruit, plus vous en ferez et plus ma reconnaissance sera grande. Merci pour votre soutien. Et maintenant que vous avez la pêche, je vous souhaite un excellent été. Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I wanna feel a little less alone, less alone.